Bonsoir, bonsoir à celles et ceux parmi vous qui me font l'honneur de leur présence. Je vais patienter un petit peu, histoire d'être moins seul. J'ai laissé planer un peu de suspense. Il était question que je fasse mon apparition à 22 h. Je me suis pris un peu pour Whitney Houston, pour Lauryn Hill ou pour autres rappeurs afro-américains. J'ai laissé traîner l'horloge. J'espère que vous ne vous m'entraînerez pas trop rigueur. Comme de coutume, ou du moins je vais relancer la coutume. Voilà, voilà. Nous sommes une dizaine. Alors, est-ce que c'est trop exigeant? Est-ce que la concurrence est trop féroce par ailleurs? Je ne sais pas. 7, 6, oula. Alors, je vais au moins attendre que nous soyons une vingtaine. Peut-être que 50 pour un retour de live, ça peut paraître un peu présomptueux. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne subissez pas trop les morsures du soleil, comme nous autres habitants de Paris et plus largement de l'Île-de-France. Le soleil s'est montré très offensif aujourd'hui. Alors j'essaye de... Bonsoir Lungela. Donc c'est le ou la première parmi vous qui me souhaite bonsoir. Ah, bonsoir Jabaroé. D'accord, donc manifestement, quelques coupures techniques empêchent certains d'entre vous. Alors moi, de mon côté, j'ai fait au mieux. J'ai mis 5G, à la fois Wi-Fi, enfin... C'est gentil, Lungela. Je vais tâcher d'être à la hauteur ce soir de cette réputation qui désormais me précède. FD Éloquence, bonsoir également. Bon, nous sommes un petit groupe. Je vais encore attendre 2-3 minutes. EFC Camp, bonsoir. Et pour celles et ceux qui me font l'honneur, malgré la chaleur et les occupations, de m'accorder leur attention, je vais quand même me livrer à mon propos. Tant pis pour mon ego. Eh oui, il ne faut pas être esclave de son ego. L'ego peut être un moteur à condition que nous n'en soyons pas esclaves. Voilà, c'est le moteur de la dignité par moment face à certaines situations. Pour autant, face à d'autres situations, il peut nous aveugler et nous enfoncer dans des impasses. Mais bon, je consacrerai un live à l'ego ultérieurement. J'y ai déjà consacré quelques vidéos. J'ai en tête notamment une référence que j'avais soumise. L'ennemi, c'est l'ego. Donc pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet, très intéressant. Au demeurant. Alors, une vingtaine. Ah, me voilà un petit peu... Alors, le titre du live, c'est « Le mal alpha. Faut-il se débarrasser du mal alpha ?» Et ensuite, j'ai rajouté le cas Alex Hitchens en écho à l'actualité qui entoure ce jeune homme et qui découle de sa participation tonitruante à la commission parlementaire qui s'est tenue la semaine dernière. Je pense qu'elle n'aura échappé à personne, d'autant qu'elle a viré au bras de fer et elle a coupé court. Voilà, j'ai vu dans les grandes lignes, hein, je ne me suis pas tapé les 3 heures de commission, j'ai observé dans les grandes lignes cette commission et j'ai estimé qu'elle renfermait énormément d'enrichissement, en tout cas un grand nombre d'enseignements qui méritent d'être relayés, d'être compris, d'être saisis.
c'est toujours mieux d'avoir un support audiovisuel à l'appui d'une réflexion un peu théorique. Voilà, bon, nous sommes une vingtaine. Je vous remercie. On va pas tarder à démarrer, encore 2-3 minutes. Il ne faut pas trop en demander hein, pour un retour. Effectivement, il faut reconnaître que ça fait quelque temps que je ne m'étais pas livré à cet exercice. Non pas que je m'en étais lassé, simplement par manque souvent de temps. Je suis assez... Merci frère Mbeko. Ça existe vraiment le mal alpha? Eh bien voilà, justement, on va soulever cette question. Est-ce que ça existe vraiment? Déjà, d'où vient ce concept? Quelle est sa légitimité? Je dois dire que j'ai été assez réservé quant à la manière dont, dans votre vidéo, vous avez mis en valeur le discours face au président. Ce rapprochement m'a semblé. Alors, j'ai mis en valeur le discours d'Alex Hitchens. J'ai pas tant mis en valeur le fond que la forme. Parce que certains me font référence à la vidéo que j'ai postée il y a quelques dizaines de minutes, où j'ai pris pour exemple justement l'altercation entre Alex Hitchens et Arthur Delaporte, président de la commission. Et l'exemple consistait à donner des clés à tout un chacun qui se retrouvera dans la même situation, à savoir faire l'objet d'un manque de respect d'une personne qui lui est supérieurement hiérarchique. Donc si vous êtes en réunion et que là, un N+1, N+2 vous manque de respect, comment réagir? Et le cas de la commission avec Alex Hitchens était tout trouvé, pour des raisons qui me semblaient évidentes, dans le sens où, quoi qu'on pense d'Alex Hitchens, hein, à titre individuel, je m'inscris en total désaccord avec l'ultra-majorité de ses prises de position. Il n'empêche que ce jour-là, en l'occurrence mardi 10 juin, au moment du clash, si je puis dire, il n'était pas en tort. Il déroulait un argumentaire, que l'on ne partage ou pas, néanmoins il le déroulait. Et le président de commission a fait usage d'une autorité, à mon sens, autoritariste, staliniste, en changeant de sujet, d'une part, et ensuite en lui coupant la parole. Donc c'était le privilège de l'autorité. On était sorti du débat contradictoire, on était rentré de plein pied, fondamentalement, dans un rapport de soumission forcée. Et compte tenu de la configuration, esthétique, symbolique, il y avait beaucoup à en dire et les symboles étaient très très forts. Et je vais rentrer plus en détail dans quelques instants, mais avant je me dois quand même d'introduire comme il se doit la thématique de ce soir. Hein, donc faut-il se débarrasser du mal alpha? Le cas d'Alex Hitchens, c'est un cas parmi d'autres, vous l'aurez compris. J'ai pris ce cas qui est au cœur de l'actualité, en tout cas d'une certaine actualité. Pour autant, on ne va pas uniquement se focaliser sur lui. Il n'est que le symptôme d'une réalité beaucoup plus générationnelle, beaucoup plus large. Alors, en guise d'introduction, il est fondamental de rappeler ce qu'on entend par mal alpha. Alors, si on en croit les sociologues, le mal alpha, c'est une notion issue du monde animal. Ce serait une description faite d'une meute de loups et à l'intérieur de laquelle on aurait observé la domination d'un membre sur les autres. C'est comme ça que le concept de mal alpha est apparu. Alors certains d'entrée s'en opposent, d'opprimer les hommes en Occident. Ah, pas mal. Fablous Montana, gardez votre analyse, elle rejoint celle que je vais vous soumettre ce soir. Et parfait. Alors je vais lire. Je pense que cette commission s'inscrit dans une logique dont le but est d'opprimer les hommes en Occident. C'est, à mon sens, c'était pas tout à fait ça. Néanmoins, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je parlerai pas d'oppression dans la mesure où quand même, historiquement, en Europe, en Occident, les hommes ont exercé le pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir culturel, pouvoir même sexuel. Et c'est depuis les années 70-80, avec la montée en puissance d'abord d'un primo-féminisme, et ensuite, j'allais dire que rejoint par le pouvoir des geeks, entre guillemets, donc des hommes bêta, et une alliance s'est nouée qui a pu s'observer à travers cette commission. Mais on va rentrer dans les détails. Alors, donc je reprends l'introduction. Alors,
vous m'excuserez si de temps en temps j'effectue quelques digressions. Il faut bien que je m'inscrive dans une interactivité, dans une interaction avec vous. Sinon, à quoi bon, hein, autant faire un coup magistral que j'enregistre tout seul de mon côté et que je balance. Alors, le but est la castration plutôt, non? Je partage aussi cette analyse. Décidément, je pense que vous me coupez l'herbe sous le pied, il me restera plus rien. Mince, toutes mes munitions, vous les balancez. Peu importe, en tout cas, je suis ravi de voir que bon nombre d'entre vous ont l'esprit bien éveillé et ne sont pas aveugles face au mouvement de mentalité civilisationnelle qui s'opère en Occident. La question n'est pas uniquement de poser un diagnostic et encore moins de le juger, mais plutôt de le comprendre. Quelle est son origine? Comment en est-on arrivé là? Et à titre individuel ou collectif, comment, s'il ne nous convient pas, faire un pas de côté pour ne pas le subir? Voilà, je suis un peu hors sujet. S'il vous plaît, comment inviter pour un book club? Il suffit de vous envoyer. Alors, Madame Value African Culture, il vous suffit de m'envoyer un message en DM et je tâcherai d'y répondre avec la plus grande promptitude, tout simplement. Alors, donc, pour revenir au mal alpha. Le mal alpha, donc, un concept issu du règne animal, mais plus largement, c'est tout simplement le mal dominant. Le mal dominant, il se trouve, qu'on le veuille ou non, le mal dominant, il est à la tête des civilisations mondiales quasiment de façon exclusive depuis que les humains s'organisent en société, depuis que les humains se construisent même en groupe qui plus est conquérant. De Narmer, le pharaon qui a uni les deux Égyptes en 3500 avant Jésus-Christ, à Jules César, en passant par Gengis Khan, Napoléon, Sundiata Keita, Cetewayo, jusqu'à, d'une certaine façon, Barack Obama, Nelson Mandela, Martin Luther King. Enfin, ce sont des mâles alpha, des mâles dominants, c'est-à-dire des hommes qui, par une certaine aptitude, que ce soit en termes de charisme ou en termes de compétences ou en termes de tradition, en termes de légitimité traditionnelle, eh bien, ont pu endosser ce rôle de leader. Et pendant longtemps, pendant des siècles, ils ont fait office de modèle à leurs contemporains ainsi qu'aux générations qui les ont succédés. D'accord? Donc, fondamentalement, le mâle dominant, c'est la figure qui a marqué de son empreinte l'histoire. Quand on ouvre un livre d'histoire, les noms qui ressortent essentiellement, on peut les qualifier de mâles dominants. Donc le mâle dominant, il ne se limite pas à celui qui porte le glaive. C'est pas uniquement le guerrier, bien que beaucoup effectivement en ont été. C'était à la fois le guerrier, c'était à la fois le sage. Socrate, on peut considérer que c'est un mâle dominant, c'est-à-dire on domine par son corps autant qu'on peut dominer par son esprit. D'accord? Donc c'est pas uniquement le guerrier. Et parfois, c'est même les deux. Les deux se rencontrent dans un seul et même personnage. C'est la figure de Marc Aurèle, la figure de Sundiata Keita, qui incarne mieux qu'aucun autre cette fusion de ces deux forces. Donc ça, c'est pour l'introduction, le mâle dominant. Simplement, et là nous allons rentrer dans le sujet du jour, simplement, il se trouve que chaque médaille a son revers. Derrière chaque lumière, il y a son ombre. Donc, au mâle dominant, eh bien, on observe une obscurité, on observe un effet pervers. Et cet effet pervers, c'est la barbarie, c'est la cruauté. Derrière un Jules César, derrière un Périclès, derrière un Gengis Khan, il y a des cris, il y a du sang, il y a des cadavres, il y a de la cruauté, il y a de la soumission injustifiée, il y a le recours à la force immorale. Donc fondamentalement, le mâle dominant, d'une certaine façon, peut être perçu également comme un bourreau, comme un barbare. Et c'est cet angle de vue, cet angle d'analyse qui a fait surface et qui s'est imposé sur la place publique, notamment sous l'impulsion du féminisme. Et pour cause, hein. Il ne s'agit pas de mettre en cause la légitimité du féminisme, mais simplement, les femmes sont les premières, les premières, pas les principales, mais les premières victimes du mal dominant, étant donné que, comme l'explique Olivia Gazalet dans son ouvrage phare, Le mythe de la virilité, eh bien,
notamment, l'un des critères qui permettait au mâle alpha, au mâle dominant, de prouver à ses contemporains qu'il était fondamentalement dominant, eh bien, c'était également d'exercer sa domination, le mythe de la virilité, d'exercer sa domination sur la femme. Donc, Olivia Gazalet l'explique notamment très bien. Autrement dit, la femme est la mieux placée pour pouvoir décrire l'envers du décor du mâle dominant. Le mâle dominant sur le champ de bataille, c'est Napoléon à Austerlitz, très bien, glorieux, fort, incarnant, comme on dit, la force qui va. Pour autant, en coulisses, entre les quatre murs, il peut apparaître plutôt comme tantôt un barbare, tantôt l'instrument de la cruauté, et à tel point que eh bien, sa légitimité peut être remise en cause, d'abord par les femmes, et dans le prolongement, et c'est tout l'intérêt, notamment toute la portée intellectuelle de Olivia Gazalet et à sa suite du néo-féminisme, eh bien, à sa suite, le dit mâle bêta, alors après il y a plusieurs catégories, le mâle sigma, qui est un peu un mâle dominant mais un peu solitaire, donc je me limite à la catégorisation au sein de la jante masculine, mâle alpha, mâle dominant, mâle bêta. Là, pour simplifier, bien évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Pour autant, il faut bien catégoriser pour pouvoir articuler une pensée de manière synthétique et, si possible, pédagogique. Alors, le mâle bêta, qui pendant des siècles et des siècles a couru derrière ce modèle du mâle dominant, sans parvenir à l'atteindre, c'est un peu le propre des idéaux, on a un idéal qu'on ne parvient pas à atteindre, simplement, depuis quelques décennies, eh bien, et à plus forte raison depuis une décennie, eh bien, le mâle bêta a remis lui aussi en doute la légitimité sur le terrain de la domination, sur le terrain du règne, la légitimité du mâle dominant. Il en est venu à se dire, mais en définitive, à quoi bon vouloir être un homme fort? À quoi bon vous ne jurez que par la virilité? À quoi bon vouloir être un Rambo, un Conan le barbare, un Bruce Lee, si à l'échelle humaine, mon humanité disparaît, si je suis transformé, si mon cœur est transformé en granit, si je suis dans l'incapacité de déployer ce qui me relie au genre humain, à savoir l'intelligence émotionnelle. Donc le mâle dominant se caractérise également, et c'est son talon d'Achille, par une forme d'absence d'intelligence émotionnelle qui est certes nécessaire sur le champ de bataille. On ne peut pas faire preuve d'empathie ou de bienveillance sur un champ de bataille face à l'ennemi. Au contraire, il faut être dur au mal, il faut faire preuve d'une certaine forme de cruauté. En revanche, au sein de son foyer, au sein de son groupe, c'est différent. L'homme doit être en capacité, eh bien, pour installer une forme d'harmonie, pour qu'un vivre ensemble ne soit pas uniquement hiérarchique, avec ce que cela implique de soumission, de souffrance et de trauma d'ordre psychologique, eh bien, il se doit également de laisser libre cours à l'amour, à la bienveillance, à toutes ces valeurs que l'on prêtait jusque-là uniquement, ou en tout cas principalement, aux femmes. Donc le mâle bêta, c'est initialement, il était, je le répète, il suivait le mâle dominant, le mâle alpha, et il s'est levé un jour, il a dit, mais finalement non, je le suis, mais je le suis pour rien. Je le suis quand il faut aller séduire des demoiselles, mais au bout du compte, c'est moi qui y perds, puisqu'elle ne me regarde pas, elle ne jure que par lui. Je le suis quand il faut se rendre sur un champ de bataille, mais au bout du compte, j'ai beau donner mon sang, ma sueur, mon énergie, mon courage, à l'arrivée, c'est lui qui récolte la médaille. On parle de Napoléon, on ne parle pas forcément de la guerre de napoléonienne, et encore moins des soldats qui l'ont suivi. Donc fondamentalement, le mâle bêta a fini par saisir que il est un peu le dindon de la farce, il était un peu la chair à canon, il était un peu l'instrument ou le piédestal sur lequel le mâle alpha construisait sa statue. Et à ce titre, il n'avait pas forcément grand-chose à gagner, à continuer à suivre ce modèle. Et c'est comme cela que on a vu, et c'est surtout vrai, faut-il le préciser, en Occident, en Europe, on a vu finalement l'émergence du mâle bêta dominant. Excusez-moi, le mâle bêta dominant, comment, la question qui est légitime, comment peut-on être un mâle bêta tout en étant
dominant? Eh bien, tout simplement par le biais des études. Le système académique, universitaire, ayant à l'esprit qu'il est récent sur le terrain de la hiérarchisation sociale, ça a moins d'un siècle, même à peine 50 ans, eh bien, par le biais de l'académisme, donc le fait de décrocher des diplômes, on a vu des mâles bêta obtenir des diplômes prestigieux, docteurs notamment, et ces diplômes leur ont permis d'accéder à une certaine autorité. Et c'est là où nous rentrons dans cette fameuse commission. Donc le mâle bêta, je répète, par les diplômes, il est devenu lui aussi un homme qui compte, un homme qui a de l'importance, qui a de l'influence, et la figure de Arthur Delaporte l'incarne à merveille. Nous avons un député PS, bon, qui a un physique, on ne peut pas dire totalement avantageux, il ne fait pas rêver les minettes, on ne penserait pas forcément à lui dans une publicité de sous-vêtements ou de sport, donc fondamentalement, il est à l'image du mâle bêta physique. Pour autant, il est député en raison d'une certaine éloquence qui lui a permis d'accéder à une élection. Les députés sont élus par le peuple. Et en prime, eh bien, ce jour-là, il s'est retrouvé, donc mardi 10 juin, il s'est retrouvé président de la commission. Donc là, c'était le petit chef, le roi, dans ce mini-royaume que constituait l'Assemblée nationale ce jour-là. Et qu'avons-nous observé? Quelle a été la scène? La scène a été assez parlante. On a eu donc ce président, donc le chef, le mâle bêta mais dominant, qui a sommé l'incarnation de 3 mâles alpha. C'est très important déjà de le comprendre. Les 3 influenceurs qui ont été sommés, en dehors du couple de Marseillais, je crois, 3 influenceurs, c'était très intéressant. Nous avons eu le mâle alpha blanc, incarné par Adé Laurent, qui est lui mâle alpha sur le terrain par le sexe, donc c'est, on va dire, Rocco Siffredi. Nous avons eu le mâle alpha arabe, incarné par Nasdaz, qui lui incarne le sorte de Tony Montana, donc c'est mâle alpha par l'argent. Et pour clôturer le trio de choc de cette France Black Blamber 2.0, le mâle alpha par le logos, par la rationalité, incarné par Alex Hitchens. Donc on a eu ce cocktail bien distinct, donc mâle alpha blanc, mâle alpha arabe, mâle alpha noir 2.0. Chacun exerçant une grande influence sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils se sont retrouvés présents. Et que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, alors, successivement, chacun a délivré son propos, mais de façon bien différente. Les scènes ont été vraiment bien distinctes, il n'y a pas eu de confusion. Je vais commencer par décrire la scène avec Adé Laurent. Adé Laurent, issu de la télé-réalité, ancien accro aux produits qui lui permettent de gonfler un peu ses muscles, aux protéines en tout genre, et qui s'est converti au monde du whisky et plus largement, dans le cadre d'abord du Covid et que ça s'est poursuivi, il s'est pris de passion pour des lives où il anime toujours cet esprit libertin à la française, où le sexe se trouve au centre de tout. Donc il incarne le libertinage à la française, c'est Voltaire mais sans la plume. C'est vraiment le libertin par excellence, où pour lui, il le dit, sa fille, si demain il venait à être père, que sa fille, en pleine possession de ses moyens, lui faisait part de son désir de marcher dans ses pas et d'embrasser une carrière dans la pornographie, il n'y trouve rien à redire. Donc c'est Adé Laurent, donc il incarne ce mâle alpha. Comment s'est-il comporté, le mâle alpha sexuel? Eh bien, il s'est comporté comme un petit garçon. Il s'est comporté comme un petit garçon tout sage, qui s'est contenté de lire, donc n'assumant aucune virilité. Donc sa virilité, il la réserve éventuellement devant sa caméra, dans le cadre de ses activités sexuelles. Il la réserve un peu, peut-être, je ne les ai jamais vus, mais dans ses lives TikTok. En revanche, face à l'autorité de l'institution, elle disparaît. Donc il incarne
ce qui est devenu, ce que deviennent progressivement une grande partie des hommes blancs occidentaux, et plus particulièrement français, c'est la castration assumée, acceptée de l'homme blanc. Et ça, moi je n'y trouve rien à redire, hein, qu'on me comprenne bien, je ne porte aucun jugement. Je me contente de vous offrir une analyse, après chacun en fait ce que bon lui semblera, une analyse en mettant en lumière les ressorts, que ce soit les ressorts historiques, philosophiques ou psychologiques, et de cette analyse nous pourrons en tirer par la suite, hein, in fine, des conclusions, parce que le but c'est pas simplement, je le répète, de vous exposer de façon théorique un savoir, pas du tout. Le but c'est quand même de prendre la connaissance et d'en faire un outil d'émancipation individuelle, un outil de développement personnel. Donc, comprenons que Adé Laurent incarnait lors de cette commission, eh bien, ce qui est devenu aujourd'hui le mâle blanc, c'est castré. Alors, de la nouvelle génération, l'ancienne génération, ils sont décapités. Le dernier exemple en date et qui illustre mon propos et qui, on va dire, englobe cette ancienne génération, c'est Depardieu. Donc la décapitation sur la place publique, décapitation somme toute, semble-t-il méritée. Hein. Je ne suis pas en train de m'en offusquer. Les mâles blancs dominants ont su user et abuser de leur pouvoir sur la gente féminine et par l'intermédiaire du mouvement MeToo, du mouvement Balance ton port. Aujourd'hui, eh bien, ils sont mis sur le banc des accusés et les uns à la suite des autres, ils sont symboliquement exécutés sur la place publique. Après, jusqu'où ce mouvement va aller? Est-ce qu'il faut également prolonger cette exécution jusqu'aux œuvres? Il faut éliminer les artistes et faut-il éliminer les œuvres d'art que ces artistes ont produit? Si je pense à Picasso, par exemple, c'est une question fondamentale. Picasso, dont on sait aujourd'hui que c'était un véritable tortionnaire à l'endroit de sa muse. Un tortionnaire, et le mot est très très faible. De son propre aveu, il voyait la femme comme une machine à souffrance, une machine à souffrir. Donc c'est dire à quel point, je répète encore une fois, et je crois que je vais le répéter des dizaines de fois au cas où, pour celles et ceux qui débarquent en cours de route, le mâle alpha s'est montré peut-être conquérant dans la logique géopolitique ou dans la conquête de l'espace. Néanmoins, en parallèle, il s'est montré barbare et cruel à l'endroit d'une grande partie de la gente féminine. Et Adé Laurent, eh bien, en était l'héritier, et lui, sagement, il a accepté devant la commission d'une certaine façon de se faire harakiri, même si il a essayé de se raccrocher quand même au souvenir de au texte de Michel Sardou, ou alors il a essayé de mettre dans la sauce Orelsan en lisant quelques extraits. C'était assez hilarant, il faut bien le dire. Néanmoins, globalement, il a quasiment fait son mea culpa, ou du moins, il a marqué de sa distance à l'égard de l'image du mâle alpha qui viendrait à être un destructeur de la gente féminine ou quelqu'un qui entraînerait celle-ci dans une hypersexualisation démesurée. Donc ça, c'est Adé Laurent. Maintenant, passons à Nasdaq. Ou Nasdaq, oui, c'est ça. Qui, moi, je ne le connaissais pas particulièrement. J'ai juste su qu'il était, je crois, il était le plus suivi sur Snapchat, au point de devenir assez aisé. Il a réussi à transformer cette visibilité en gain financier. Bonsoir Winston depuis la Guadeloupe. Je vais pas te dire ça qu'a mâché, ça serait absurde. Néanmoins, j'espère que tu vas bien. Nasdaq, lui, il incarne justement le mâle alpha, donc venant de la France d'en bas, mais avec l'argent. Lui, il incarne avec l'argent. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que lui, il a été fidèle à, entre guillemets, la réputation ou à l'image que les hommes maghrébins, à commencer par les hommes algériens, je ne sais pas s'il en est un, mais en tout cas les hommes algériens véhiculent dans l'espace public, à savoir celle des hommes fiers, conquérants. Et il suffisait de voir son regard, son visage. C'était pas un visage souriant, il n'essayait pas de se faire aimer, et au contraire, il s'est montré assez offensif. Donc, ça a été un mâle alpha qui a porté haut et qui a défendu sa dignité en réussissant, alors avec ses mots à lui, et je reviendrai sur la dimension linguistique dans une troisième partie, avec ses mots à lui, il a néanmoins réussi à déstabiliser
à déstabiliser certains autres députés qui l'ont questionné de façon un peu d'ailleurs un peu improbable sur ses revenus. Est-ce qu'il finançait des partis politiques? Enfin, ça a été en termes de hors-sujet, ça a été un grand spectacle. Il a eu la présence d'esprit, la finesse d'esprit, la vivacité de ne pas se laisser démonter, de ne pas se laisser impressionner par le décorum et de rentrer dans l'art, aussi bien des députés qui se sont égarés. Alors, il incarne vraiment la bassesse intellectuelle de la France. J'ai pu regarder les 3 vidéos. Son snap, c'est aberrant et c'était une erreur d'inviter ces personnes, ni plus ni moins. Alors, je sais pas de qui il s'agissait. VA, si vous pouvez préciser. Tout ça, il incarne en tout cas son déclin. Voilà, donc je pense qu'il s'agissait d'Adé Laurent. Clairement, il incarne le déclin, la castration et en plus mise au service d'une hypersexualisation, en tout cas d'un encouragement à l'hypersexualisation. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, un bon nombre de collèges, je dis bien collèges, alors il s'agissait de Nasdaq, donc je vais revenir juste après, bon nombre de collèges sont frappés par ce phénomène. Je parle pas de l'abaya, le port de l'abaya, non, je parle de l'effet, l'extrême opposé, les jeunes filles hypersexualisées dans les toilettes. Je rentrerai pas dans les détails, mais l'alerte a été lancée depuis déjà quelques années. Donc c'est un sujet très très majeur, très massif, et c'est même un fait de société, et c'est rien de le dire. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'ASE, là où on place les enfants, je crois qu'ils sont au nombre de 400 000 à peu près en France, une bonne partie des filles placées à l'ASE se prostituent. On parle presque d'une fille sur 2. Et se prostituent sans toujours avoir un fusil sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Bien qu'elles, bon, en étant mineures, on ne peut pas dire qu'elles sont totalement responsables. Elles sont forcément instrumentalisées, utilisées, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de cette démocratisation, de cette banalisation, et même de cette glorification, il faut bien le dire, du sexe, de la pratique sexuelle à outrance, dans une perspective consumériste. Je donne une partie de mon corps, en tout cas j'offre des services corporels en échange de cet argent qui me manque et qui me permettra d'avoir un beau sac, d'aller en voyage et ainsi de faire des belles photos sur Insta et de me remplir d'une certaine estime de moi et d'une espèce d'estime personnelle. Voilà, en tout cas, donc je reviens à Nasdaq. Donc lui, il est venu de façon offensive, c'était le Tony Montana, il s'est pas démonté. Il ne s'est pas exprimé comme Molière, comme Aimé Césaire, comme Tarek Ramadan, pas du tout. Il n'a pas cherché à se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Il a assumé qu'il était. Et en toute franchise, c'est celui qui s'en est le mieux tiré. Il est reparti comme il est venu, la tête haute, le regard droit, les sourcils froncés. Alors évidemment, il donne des boutons à tous les institutionnels, à tous les profs de français du monde, à tous les nostalgiques de la littérature, ou également à tous les nostalgiques de l'Algérie française. Ce qu'il faut bien le dire, il y avait également ce Roland-là dans son attitude. C'est qu'il venait aussi en tant que descendant d'Algériens de Sétif, déterminé, résolu à ne pas plier le genou devant les descendants d'Ossarès, devant les descendants des colons. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, à la limite c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Bon, mais c'est, en tout cas symboliquement, c'est ce que je me suis permis d'entreapercevoir. Donc ça c'était Nasdaq, il incarne ce mal alpha, par l'argent. Et enfin, voilà, Nasdaq, oui, c'est bien défendu, la suite des jouets, effectivement, le peu de questions pièges, en effet. Et maintenant, passons à Alex Hitchens, aujourd'hui devenu la superstar actuellement en France. On ne parle que de lui, on ne compte plus le nombre d'articles, de sujets qui lui sont consacrés. À mon sens, il a gagné en popularité ce qu'il va perdre assez rapidement en termes sur le terrain politique et institutionnel, mais bon, ça c'est, j'ai pas de boule de cristal et je vous expliquerai pourquoi j'ai abouti à cette conclusion dans quelques instants. Revenons d'abord sur le contexte, comment ça s'est déroulé. D'abord, c'est le seul qui n'a pas fait le déplacement. C'est assez rare pour le souligner. Dans l'histoire des commissions parlementaires, de mémoire, il n'y a pas de précédent, excepté un milliardaire, Jean-Édouard Sterrin. Donc c'est dire qui, pareil,
n'a pas daigné se déplacer. Et à la différence d'Alexis Tchène, Jean-Édouard Sterrin, lui, n'a même pas pris le soin d'accepter l'interview en visio. Hein. Non, non, lui, vraiment, il a opté pour la politique de la chaise vide totale, du haut de ses milliards. Donc en incarnant ce côté Saint-Louis, personne ne le convoque. Et surtout pas des parlementaires à qui il distribuerait des miettes tout au plus. Alors pour ce qui est d'Alexis Tchène, après consultation, voilà, certains l'appellent le roi du Nord, en plus avec la majuscule sur le nom roi, donc c'est pour dire à quel point il a réussi à installer une forme d'image dominante dans l'imaginaire de beaucoup. Déjà, après consultation, très certainement, même il l'a révélé auprès de son avocate. D'ailleurs, c'est intéressant que son avocate soit une femme, je ferme la parenthèse. Il a décidé, certainement dans une stratégie marketing, de ne pas se rendre, donc de ne pas apparaître comme quelqu'un que l'on convoque au milieu d'autres convoqués. Donc lui, porté sur son trône, en tout cas virtuel, il a estimé que sa place n'était pas là-bas, que tout au plus, il méritait à la limite une interview à distance. Donc déjà, il marque une forme d'autorité. Qu'on le veuille ou non, on peut appeler ça une autorité d'adolescent ou irréfléchi. Néanmoins, il a marqué une forme d'autorité, une forme de virilité. Ensuite, de façon incontestable, c'est celui qui a déroulé le discours le plus châtié. C'est celui qui s'exprime le mieux. Il n'y a même pas photo. Les autres ne jouent pas dans sa cour, sur le terrain du langage. Et là, je vais faire un petit arrêt sur sa couleur de peau. C'est qu'en qualité d'afro, certains disent noir, eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est triste, mais le fait de voir en mondovision à la télévision française un homme noir s'exprimer assez bien, ce qui est son cas, c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est suffisamment rare. Donnez-moi un exemple en dehors de Mbappé, et certains diront oui, mais il est métis, donc c'est pour vous dire, vraiment un afro qui s'exprime relativement bien à travers les médias mainstream. Déjà, on les compte sur les doigts de la main, ceux qui apparaissent, et en prime, si vous enlevez Tanguy David, il n'y en a pas des masses. Quand on regarde les Gazo, les Booba, les Nino et autres sportifs qui sont talentueux dans les différents domaines qui les concernent, n'empêche que, en termes de langage, en termes d'expression verbale, alors certains me disent Tchouaméni. Oui, bon, disons que c'est passable. Tchouaméni, je peux vous assurer que il n'est pas non plus au niveau d'Alexis Tchène. Mbappé, oui, mais pas Tchouaméni. Pardonnez-moi, hein. À moins que on ne parle pas de la même personne ou que je ne l'ai pas écouté longuement. Je ne dis pas qu'il manque de pertinence, Tchouaméni. Je parle vraiment de la forme. Donc la manière qu'il articule, son choix verbal, son champ lexical. D'accord, je m'exprime tellement bien, mais je m'énerve trop vite. Alors, je m'exprime tellement bien, mais je m'énerve trop vite. Alors, on va venir également sur cette dimension d'impulsivité. Je l'ai évoqué dans la vidéo que j'ai postée tout à l'heure, mais je vais revenir dessus aujourd'hui. Alors, c'est gentil, hein, The Real Michel, Maître Mbeko, Ludovic Herman Mwanda. Oui, mais nous ne sommes pas, et c'est pour ça que, entre autres, conscients de cette mise sous silence volontaire. Jusqu'à là, moi, j'y croyais pas vraiment. Hein. J'ai un parcours, pour ceux qui me connaissent, assez républicain. Pendant longtemps, j'ai cru que les médias, s'ils ne mettaient pas d'hommes afro en capacité d'articuler une pensée. Alors, on a été interrompu quelques instants. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai toujours pas confirmation. On a coupé le son volontairement. Non, moi c'est vrai que et curieusement, au moment où je rentre dans cette problématique un peu raciale, bim, la DGSE me dit hey, Kirikou, tu vas te calmer. Reste dans le cadre républicain de grâce. Ah, merci. Alors, je peux reprendre. Alors, la liste des artistes qui s'expriment correctement, on ne peut pas dire que ça soit assez longue. J'ai évoqué tout à l'heure Kylian Mbappé. Certains d'entre vous, et je vous en remercie, ont rappelé à ma mémoire Damso. C'est vrai, il s'exprime assez correctement.
Pour autant, sur le terrain vraiment de l'argumentation, au moins, même si on ne partage pas ses idées, et c'est peu de le dire, il faut reconnaître qu'Alex Kitchens, pour son âge, hein, n'oublions pas qu'il a, je ne sais même pas s'il a 25 ans, il est assez costaud. Il est assez costaud au même titre qu'un Tanguy David. Donc, dans ce contexte-là, ça dénotait un peu. Ça dénotait un peu. Et ça dénotait d'autant plus que, au moment où le clash a eu lieu, c'était suite à sa défense. Il a su répondre avec ses arguments. Certainement peut-être soufflé par son avocate, peu importe. Néanmoins, il a articulé une pensée, expliquant que oui, si on extrait du contexte telle partie de la vidéo, évidemment, ça peut choquer. En revanche, si on regarde dans l'entièreté, c'est déjà plus compréhensible. Quand il se demande si une femme doit être... Qu'est-ce qu'une femme fait dehors à 22 heures? C'est dans un contexte Mad Maxien, si je puis dire, d'insécurité, dont il n'est pas l'auteur, et dont l'État, manifestement, se montre impuissant à réagir. Et bien, dans ce cadre-là, il faut se montrer pragmatique et inciter les femmes à ne pas sortir tout seules. Sauf que lui, il n'était pas dans l'incitation, il était plus dans l'injonction, ce qui donnait à son propos un accent taliban. Donc d'une certaine façon, qu'il le veuille ou non, il est le taliban des masculinistes. Quoi qu'il en soit, sur le terrain de la rhétorique, ça tenait. Et ça tenait tellement que Arthur Delaporte, président de la commission, a décidé d'abord subitement de changer de sujet. Donc on est passé du message, du procès du message, finalement au procès du messager, en l'indexant sur un propos qu'il aurait tenu par ailleurs, qui est évidemment, qu'on peut dénoncer, qui est sidérant, qui est écœurant même, on peut le dire, mais néanmoins c'est un changement de sujet. Donc là, sans crier gare, changement de sujet, Alexis Thiens le fait remarquer, qu'à cela ne tienne, Arthur Delaporte en remet une couche en lui disant non, qu'il va le laisser parler. Donc là, en appuyant sa volonté par son statut, je suis président de la commission, vous me laissez parler. Bon, donc là, argument d'autorité, comme dirait Schopenhauer, il sort son argument d'autorité. Et c'est là qu'Alexis Thiens, lui, tout roi du Nord virtuel qu'il est, incapable de se laisser, en tout cas de se contenir sur ce terrain-là, de garder son sang-froid, de se maîtriser pour ensuite rebondir, a fait le choix, certainement encouragé aussi par la distance physique, d'interrompre l'échange, de claquer la porte de la commission, ce qui, à ce jour, n'avait jamais été fait de cette façon. Voilà. Dans la stupéfaction générale, j'allais dire nationale, pour ne pas dire internationale. Donc fondamentalement, on a eu là, à travers Alexis Thiens, la figure rare en France du mâle alpha rationnel qui, avec son logos, avec son verbe, parvient à dérouler une pensée et à forcer, qu'on le veuille ou non, le respect. Comme l'aurait fait aux États-Unis un Malcolm X, ou à une certaine époque en France, mais pas sur les médias mainstream, un Kémy Séba, par exemple. Donc c'était vraiment cette posture-là, inhabituelle, qu'Alexis Thiens a portée et qui a été ensuite, qui a tourné au vinaigre. Donc ça vraiment, lui il incarne ce mal alpha-là, qui est aux antipodes d'N'Golo Kanté, par exemple. Et N'Golo Kanté, c'est le mal bêta dominant. C'est-à-dire que bêta, c'est un défenseur dans le football, il œuvre pour les attaquants, pour autant, il est dominant parce qu'il fait partie quand même des grandes équipes, équipe de France, champion du monde. Donc la figure de N'Golo Kanté, c'est la figure de l'homme afro, idéalisé, rêvé, au sein d'une certaine élite française, qui permet de perpétrer ce complexe de supériorité hérité de la colonisation, bien décrit par un certain nombre de psychosociologues. Ça ne vient pas de moi, ça a été décrit, je peux vous remettre les références tout à l'heure, et description qui se traduit à travers une phrase très simple: le casque colonial n'est plus sur les têtes, mais dans les têtes. Et la difficulté de cette réalité-là, que vivent un bon nombre d'afros, mais en particulier les hommes afros, à savoir qu'on nous accorde une autorité physique, mais très rarement, dans le cadre professionnel, j'entends, on nous accorde très rarement une autorité intellectuelle. Moi, je le constate tous les jours à mon niveau. Un certain nombre d'élèves que je forme
dans différents domaines le confirme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se rapproche de moi afin de se surarmer et ainsi de pouvoir renverser ce rapport de force que l'on leur impose et qui leur est défavorable. Eh bien, une preuve pratique et indubitable de la nécessité de connaître ses droits, en résumé, de maîtriser l'instrument juridique, a fortiori dans le pays de Philippe le Bel. Alors, c'est intéressant, on l'a dit, hein, digression oblige, votre participation, moi je vous invite à participer. Alors, voilà, connaître ses droits, c'est très important. En effet, Alexis Tchène s'est aussi démarqué par le fait qu'il connaissait ses droits, et c'est aussi ce qui lui a permis de ne pas répondre au présent, même si apparemment, c'était pas aussi évident que ça. Il aurait dû quand même se rendre. Néanmoins, voilà, c'est quand même un fait à rappeler. Toute personne, tout citoyen qui veut éviter d'être écrasé par le poids des institutions doit un minimum connaître, voilà, son absence physique en effet, doit un minimum connaître ses droits. C'est indiscutable. Le logos fait partie de ses attraits de la masculinité. Voilà, on est d'accord. Le logos fait partie des attraits, pardonnez-moi, de la masculinité. C'est indiscutable. Et Alexis Tchène l'a incarné. Mais en France, alors, monsieur Wanda, vous ne trouvez pas que comparer accompagné ou à Kevin Semel, c'est un peu exagéré? Alors, comparaison n'est pas raison, déjà de 1, de 2, alors c'est un peu une question provocante, hein, étant donné qu'elle émane d'un de mes élèves, d'un de mes anciens élèves, donc c'est assez amusant, mais quoi qu'il en soit, non, c'est une comparaison qui est tout, à mon sens, sauf exagérée, si on prend en considération le point de comparaison. Maintenant, si on prend en considération la dimension idéologique que défend Alexis Tchène, oui, ça n'a rien à voir. Lui, c'est un masculiniste qui veut talibaniser une partie de la jeunesse, en particulier blanche, un peu frustrée, démunie sexuellement et affectivement. Il veut les talibaniser. Il capitalise là-dessus. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une offre forte. Il y a une demande forte. Il y apporte de manière cynique une offre à travers un discours et en récompense, il obtient des pépettes, comme on dit, il obtient quelques sous. Bon, c'est sa logique à lui, c'est son cynisme à lui. Pour autant, sur le terrain du logos et de la capacité, de la puissance argumentative, non, là-dessus on peut le comparer, et encore la liste est longue. On peut le comparer au nom que j'ai évoqué. Il est aux antipodes, et j'insiste, d'un N'Golo Kanté. Maintenant, pour revenir à ce que j'évoquais en termes de symbolique, ce n'est pas si courant que cela en France aujourd'hui. Hélas, nous ne pouvons que le déplorer et nous engageons, nous autres, à travers la librairie africaine, à créer cette nouvelle génération, à encourager cette nouvelle génération qui est déjà en train d'émerger, à prendre son destin en main, pas simplement en prenant ses finances en main, dédicace à la Nekao School, le Harvard de l'éducation financière, je le rappelle, mais également en prenant en main sa capacité à argumenter, tout en se maîtrisant. Et c'est là où, à mon sens, Alexis Tchène, dans son intervention, a trouvé sa limite. C'est qu'il a manqué de maîtrise de lui-même. Certes, il a déployé un argumentaire. Néanmoins, au moment où l'échange lui a été arraché de manière autoritaire, plutôt que de faire œuvre de sang-froid pour ensuite recontre-attaquer, il a préféré quitter les lieux. Un peu à l'image d'un adolescent qui ne sait pas se contenir, qui se rebelle. Donc là-dessus, il a un petit peu décliné. Ça a été une chute sur le terrain argumentatif en direct. Alors oui, sur la toile, il a pu maintenir cette aura. Oui, regardez, moi je me laisse pas marcher sur les pieds. J'ai un honneur à défendre. Oui, ça c'est l'idéologie chevaleresque qui a incarné. Voilà, j'ai lu Fredo dans Prison, bon, référence à mon ouvrage. Oui, c'est l'idéologie chevaleresque. On piétine mon honneur, je me défends, je lève le gant, je prends les gens en duel, sinon je tourne les talons. Ok, c'est sympa, c'est spectaculaire. Maintenant, dans le monde des adultes, on ne peut pas agir ainsi. Si vous êtes en entreprise, votre N+1 se permet de vous couper la parole, de vous manquer de respect, vous n'allez pas vous lever et partir. Ça ne se passe pas comme ça. Ou à moins de vouloir être licencié. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez impérativement rester et inverser le rapport de force. Comment? En usant d'outils linguistiques, intellectuels. Ça s'appelle la rhétorique, ça s'appelle l'ironie, ça s'appelle le sarcasme. Et comme je l'ai évoqué dans ma vidéo, en demandant, par exemple, en précisant en introduction, avec tout le respect que je vous dois, et ensuite en dégainant des questions. C'est les questions qui permettent d'inverser le rapport de force. En questionnant, oui,
Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de me couper la parole? Est-ce que vous souhaitez réellement entendre mes réponses ou uniquement me clouer au pilori? Donc en questionnant votre supérieur hiérarchique, mais une question qui se veut rhétorique, vous faites tomber le masque de son autorité et vous faites apparaître l'injustice à laquelle il se livre. Donc il existe des outils linguistiques indispensables pour faire face à ces injustices. L'impulsivité n'est pas une réponse valable dans le monde des adultes, qu'elle soit verbale, l'insulte, la vulgarité, ou physique, partir. D'accord? Alors, mais comment argumenter face à des adultes qui ne vous laissent pas le faire? Alors, comment argumenter face à des adultes qui ne vous laissent pas le faire? Tout simplement, si vous êtes un adulte et vous êtes dans un cadre professionnel, en règle générale, si vous taisez, d'abord, vous laissez le soin à cet adulte de parler, et ensuite, vous demandez de prendre la parole, en règle générale, on vous laisse la parole. En règle générale, sauf exception. C'est très rare. Et quand je dis exception, c'est si vous êtes au commissariat, vous êtes menotté, et qu'on vous dit de vous taire. Bon, là, c'est autre chose. Vous êtes là pour une mauvaise raison, donc on vous retire un petit peu ce droit à la parole et encore. Mais sinon, en entreprise, ou plus largement dans le monde des adultes, vous avez toujours la possibilité, ou quasiment toujours, de vous défendre avec les mots. Le vrai défi ne se situe pas sur le terrain de l'expression. Le vrai défi se situe sur vraiment la maîtrise de vous. Exprimer sa virilité tout en gardant son sang-froid. Et ça, c'est pas gagné. Et ça, c'est d'autant moins gagné quand on grandit en banlieue HLM, là où règne la culture de la virilité physique. L'affrontement physique, verbal, les sourcils froncés, les coups de poing, les insultes. Très loin de la hauteur, de l'ironie, du sarcasme. Alors même que ce sont les outils de domination par excellence. Donc Alexis Chen, et je termine là-dessus pour ce premier chapitre, lui, il incarne cela. Il avait incarné, en tout cas au début, le mâle alpha dominant afro, qui sait argumenter, rationnellement. Donc là-dessus, il était au sommet de son art. Et puis, subitement, au moment où l'injustice s'est abattue sur lui, plutôt que de contre-attaquer, comme l'a su le faire Mohamed Ali face à Sonny Liston, quand ce dernier a essayé de truquer le match, en lui mettant un petit peu de piment dans les yeux, eh bien, il est revenu à l'assaut. Eh bien non, là, Alexis Chen a préféré quitter le ring, a préféré partir. Et ça a été, à mon sens, l'aveu de sa faiblesse sur le terrain de l'argumentation. Ça a montré sa limite. C'est un grand adolescent, ce n'est pas encore un adulte en capacité de gérer ses émotions et en capacité de s'imposer verbalement en toutes circonstances. Quand vous êtes dans votre propre royaume, c'est facile. Sur votre propre terrain, sur vos propres toits, c'est facile, ce sont vos règles, c'est vous qui tenez le micro. En revanche, chez l'autre ou en terrain neutre, c'est déjà moins évident. Eh bien, c'est pourtant dans ce contexte-là que tout un chacun, nous devons apprendre à nous imposer. Alors, donc, on a eu ces les mâles alpha. En tout cas, symboliquement, pour la nouvelle génération, et qui ont subi un recadrage d'une certaine façon, avec Adé Laurent qui s'est aplati, et en se cachant derrière son petit doigt, en s'inscrivant dans une filiation douteuse, Sardou à Orelsan, en expliquant « oui, j'ai rien fait de mal, d'autres ont fait pire ». Bon, on a eu Nasdaq qui, lui, en mode Tony Montana, les a giflés avec son argent, bien qu'il maltraitait la langue française. Bon. Et enfin, Alexis Chen qui, au départ, bombait le torse sur le terrain de la rhétorique et, in fine, dérapage. Il est parti la tête haute, mais en courant. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'il y a de plus intéressant dans toute cette histoire, dans toute cette commission, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce que l'existence même de cette commission, qu'est-ce que cette configuration nous enseigne. Surtout à nous les hommes. Eh bien, elle nous enseigne une vérité que beaucoup d'hommes afro notamment, refusent ou s'interdisent de comprendre. C'est tout simplement la victoire du féminisme en France. Peut-être même en Occident, la victoire du féminisme. Qu'on le veuille ou non, l'idéologie féministe, qui est l'extension d'un humanisme, dois-je le préciser? Donc je ne suis pas en train de parler du féminisme qui s'oppose idéologiquement aux hommes. Non, je parle du féminisme au sens d'humanisme, donc le prolongement des droits humains à la gente féminine. Eh bien, la victoire du féminisme. Comment se marque cette victoire? Pas uniquement du fait que les femmes seraient
plus nombreuses. Non, ce n'est pas le nombre qui permet d'obtenir le pouvoir. C'est qu'elles sont plus diplômées. Plus diplômées. Les féministes, aujourd'hui, si elles se font entendre, plus que n'importe quel autre groupe, ce n'est pas uniquement parce qu'elles arrivent à se réunir par dizaines, centaines de milliers dans la rue à telle ou telle occasion. Pas du tout. À l'occasion des droits de la femme, notamment, le 8 mars. Pas du tout. C'est précisément parce qu'elles occupent aujourd'hui, et de façon massive, des postes à responsabilité, des postes d'autorité. 75% des diplômés dans le monde du droit, de la magistrature, donc des avocates aux juges, sont des femmes. Or, le pouvoir judiciaire, ce n'est pas n'importe lequel. On parle de république des juges. Ce n'est pas pour rien. On observe aussi une montée en puissance des femmes dans le monde politique. De plus en plus de députés, de conseillères. D'accord ? Sur le terrain intellectuel, universitaire, n'en parlons pas. Il n'y a que, au niveau du CAC 40 et des conseils d'administration, encore que le mâle blanc dominant de plus de 50 ans exerce encore sa suprématie. Sinon, à l'échelle de la société, les femmes ont obtenu le pouvoir de manière légitime, de manière académique. Et je ne parle même pas de la dimension aussi du pouvoir médiatique. Parce qu'elles ont obtenu le pouvoir judiciaire et également le pouvoir, oui, 75%. Ah, je vous assure, Bélion, 75% des diplômés en droit aujourd'hui sont des femmes. Et ça paraît, quand on sait comment étudient les hommes, moi qui suis passé par les bancs d'université, je vous assure que ce chiffre est tout sauf surprenant. Les femmes ont été très tôt orientées, ou en tout cas éduquées à étudier de manière sérieuse. C'est pour ça que les femmes, en règle générale, sont plus soignées. Vous ouvrez un cahier de femmes rédigé par une femme, c'est beaucoup plus soigné en règle générale qu'un cahier rédigé par des hommes. Et tout est droit, souligné, différentes couleurs, ça n'a rien à voir. Les femmes savent mieux s'organiser que les hommes. Et là encore, je généralise, bien sûr, il y a des exceptions. Mais globalement, les femmes s'adaptent beaucoup mieux aux études et aux exigences que celles-ci réclament que les hommes. Et ensuite, in fine, elles sont plus diplômées, tout simplement. Donc, et ça s'observe après sur le marché du travail. D'accord ? Donc on les observe, ça s'observe dans le monde judiciaire, ça s'observe aussi sur le terrain médiatique. Sur le terrain médiatique, bon nombre. Alors il y a des quotas imposés qui ont propulsé cela, mais je suis de ton avis. Alors peut-être qu'il y a des quotas, mais néanmoins, je peux vous assurer, je répète, qu'en termes de méthodologie, moi par exemple, je prends mon petit exemple, qui suis formateur en maîtrise du langage et du raisonnement. Une compétence dont tout le monde doit avoir besoin pour réussir à raisonner, à impacter, à maîtriser ses émotions, à gagner en confiance. Eh bien, principalement, disons à hauteur de 60-70%, je suis contacté par des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes ont globalement se sous-estiment là où les hommes ont tendance à se surestimer. Quand on parle de l'ego de l'homme. Or, quand on se sous-estime, on est plus enclin, eh bien, à vouloir chercher un moyen d'évoluer. On est moins enfermé dans une espèce de complaisance ou d'assurance. Là où l'homme, lui, à l'inverse, se dit « Non, mais ça, je peux, j'ai pas besoin de me former. Non, j'ai pas besoin de ceci. Je suis suffisamment intelligent. De toute façon, bien s'exprimer, c'est secondaire, tant que j'ai de l'argent. » Bref, il se cherche mille et une excuses. Donc, à mon échelle, comme à l'échelle institutionnelle plus largement, je peux vous assurer que les femmes sont beaucoup plus dynamiques sur le terrain de la conquête des diplômes et par extension sur le terrain du conquête du pouvoir. Donc ce n'est pas un hasard si la commission parlementaire et d'autres commissions aujourd'hui font le procès, qui ne dit pas son nom, du mâle alpha. Puisque maintenant, rappelons qu'au sein du mouvement féministe, humaniste, eh bien, on a vu l'émergence d'un mouvement féministe qu'on peut qualifier d'extrémiste. C'est le mouvement féministe d'opposition. Donc, il y a le féminisme complémentariste, celui d'une Simone de Beauvoir, celui d'autres féministes de la première heure, d'une Catherine Deneuve, mais qui a été pris de vitesse depuis une vingtaine d'années, d'abord sous l'impulsion d'une Judith Butler, ensuite d'une Caroline Fourest,
même si Caroline Fourest aujourd'hui commence à revenir sur certaines de ses positions et à essayer de tirer la sonnette d'alarme, je pense par exemple à Alice Coffin, le génie lesbien, par exemple. Et elles sont ultra performantes sur le terrain de la production intellectuelle, qu'on le veuille ou non. Vous allez à la FNAC, vous allez voir à quel point les femmes, les féministes, écrivent des livres sur un certain nombre de sujets, et pas uniquement sur des sujets qui touchent aux femmes. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Sur des sujets d'économie, de politique, d'histoire, elles sont omniprésentes. Et c'est cette omniprésence qui leur confère, dans des espaces de décision, évidemment, un poids, une influence. Et cette influence s'exerce sur l'homme bêta, qui lui est écrasé par le charisme de l'homme alpha, qui ne peut pas rivaliser avec lui, et qui, eh bien, c'est-à-dire par ricochet, est davantage sensible aux revendications de ce néo-féminisme qui en appelle à la déconstruction. Donc la victoire du féminisme a mis sur la table une nouvelle idéologie, une nouvelle religion, bon vous en avez certainement entendu parler, hein, c'est la déconstruction. Donc cette commission parlementaire, c'était aussi d'une certaine façon la commission de la déconstruction. Les mâles alpha que l'on a convoqués étaient sommés de prêter allégeance à cet idéal, à ce projet de déconstruction. Ils devaient, devant la place publique, expliquer, exposer à quel point ce qu'ils incarnaient était mauvais et à quel point il fallait le déconstruire, et notamment auprès de la jeunesse, en diabolisant ce qu'ils étaient. Adé Laurent, plus ou moins, s'est prêté au jeu, a accepté de ce harakiri. Nasdaq, il a réussi à tenir tête, et Alexis Chance, comme vous le savez, lui, il a claqué la porte. Néanmoins, c'est vraiment la commission de la déconstruction à laquelle on a pu assister, et c'est pour ça que je trouvais très intéressant la configuration, et je trouvais très intéressant de vous en parler. Donc, particulièrement aux frères et aux hommes qui m'écoutent, et qui essayent encore d'une certaine façon de vouloir dénoncer ou combattre le féminisme, sincèrement, à mon sens, hein, c'est peine perdue. C'est peine perdue du fait que les femmes sont légitimes en termes de domination en France aujourd'hui. Elles sont plus diplômées. C'est pas uniquement parce que elles ont un vagin. Non, elles sont plus diplômées. Maintenant, à la limite, si vous voulez exercer autant d'influence, eh bien, allez à la conquête des diplômes, à la conquête et rédigez des livres. Devenez vous aussi influent. Et à ce moment-là, vous pourrez porter vos argumentaires. Alexis Chance, son argumentaire taliban, il le tient sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Pour autant, où sont ses livres? Quels sont ses diplômes? Où est son niveau de compétence? En clair, quelle est sa véritable légitimité intellectuelle? Alors, ces influenceurs sont la conséquence de l'idéologie extrémiste féministe. Edison. Alors, c'est intéressant, cette remarque, puisque c'est l'éternel débat de la poule et l'œuf. C'est le débat dialectique qui est à l'origine de quoi? Bon, est-ce que c'est les féministes qui ont engendré par leurs actions un repli ou une réaction qui a fait émerger le masculinisme? Certains qui analysent et qui voient le mouvement, le Trumpisme, qui est un retour du bâton du mâle blanc dominant, l'affirment. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Néanmoins, ce qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit, et moi je me le répète tous les matins, notamment quand je reçois des messages qui m'invitent à porter une critique à l'endroit du féminisme, le masculinisme, ou plus largement le virilisme, tue. Il tue des hommes. On le voit encore aujourd'hui, il y a des guerres un peu partout, enfin partout au Moyen-Orient, au Congo, au Yémen, au Soudan. Bon, donc le virilisme, donc la volonté de dominer par la force physique, tue. Le féminisme, à ma connaissance, n'a pas beaucoup de cadavres à son actif. Et dans la hiérarchie des critères d'importance, la vie humaine quand même prime. C'est pour cette raison que, avant d'accuser le féminisme d'aller à l'encontre de l'émancipation de l'homme, je pense qu'il serait quand même judicieux, de nous remettre en question à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, et d'expurger le plus ce versant négatif, ce versant barbare qui
qui est en nous. C'est-à-dire, en gros, troquer le modèle du mal alpha conquérant, barbare, contre, non pas un modèle du mal déconstruit, mal bêta, non, mais plutôt, moi, en tout cas, ce que je prône, c'est le mal alpha gentleman. Donc, garder une virilité qui s'entretient par le sport, qui s'entretient par l'exercice de la rationalité, qui s'entretient par un rapport à la difficulté, un rapport à l'audace entrepreneuriale, parce que c'est aussi cela la virilité, c'est avoir le courage d'oser, de ne pas trop céder à la peur et à la crainte. C'est aussi nécessaire à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une communauté. Alors, M. Wanda, pensez-vous que les livres remplacent les diplômes? En d'autres termes, une personne sans diplôme peut-elle combler ses lacunes par la lecture des livres afin d'exceller sur le terrain du logos? Très bonne question. Vraiment, merci pour vos questions ce soir. Je suis assez réjoui. Je crois qu'on va multiplier les lives. Je suis vraiment heureux. Merci beaucoup. Alors ta réponse me conforte dans mes propos. Bonne soirée. Ok, bon, je ne sais pas de quoi on parle. Toujours est-il que... alors, est-ce que les livres remplacent les diplômes? La question est, qu'est-ce qu'un diplôme? Si le diplôme représente uniquement, on va dire, une réussite à un examen ponctuel, oui, les livres peuvent remplacer les diplômes dans la mesure où un phénomène s'observe très souvent, c'est que bon nombre d'étudiants n'étudient pas, excepté les 2 semaines qui précèdent l'examen. Si bien qu'ils ont beau décrocher le diplôme, pour autant, dans le réel, en termes de substance et de maîtrise du sujet, ils ne sont pas au rendez-vous. Et c'est précisément pour cette raison que le diplôme universitaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, a été dévalué. Du fait que, une fois sur le marché du travail, celles et ceux qui sont censés être porteurs d'un master, Bac plus 5, eh bien finalement s'avèrent être incapables de maîtriser le jargon, les notions clés, la méthodologie, que normalement est censé refléter ce diplôme. Donc le diplôme ne peut pas remplacer, enfin les livres lus, compris, c'est-à-dire annotés, intégrés et digérés, oui, peuvent remplacer. Pour autant, sur le terrain institutionnel, sur le marché du travail, le diplôme fait quand même office de critère indispensable pour obtenir un certain nombre de postes. Voilà. Donc je dirais globalement, prioriser le diplôme, prioriser la lecture au service quand même du diplôme. L'autodidaxie totale, je n'y crois pas, c'est très difficile. L'entrepreneuriat, c'est 7-10% de la population active qui se lance et qui arrive à en vivre. D'accord? Et encore, et parmi ces entrepreneurs, l'ultra-majorité sont diplômés. Okay? Donc vraiment, n'essayez pas d'opposer la lecture au diplôme, mais au contraire, combinez-les. Devenez des étudiants qui étudient. D'ailleurs, redonnez, finalement, respectez le mot même étudiant. Donc c'est étudier, mais au gérontif présent. C'est comme on dit en conduisant, en riant. Donc l'étudiant, c'est celui qui étudie au présent. D'accord? Donc il faut étudier de manière continue et non pas de manière ponctuelle, uniquement à la veille d'un examen. Je referme la parenthèse. Est-ce que le féminisme extrême, au-delà des diplômes, ne sert pas d'autres causes, cette opposition systémique entre les deux sexes afin de faire la part belle, l'isolement des personnes? Alors, après, c'est certaines autres théories. Hein. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces théories. Il faudrait d'autres lives. Certains, ils voient l'instrumentalisation du néolibéralisme visant à faire éclater les familles, à isoler les individus pour les transformer en hyper-consommateurs et ainsi faire davantage encore marcher la machine du capitalisme qui va remplir les poches des 1% au-dessus. Bon, peut-être. Moi, je ne rentre pas dans cette lecture-là pour des raisons principalement que je crois quand même d'abord au libre arbitre et d'une certaine façon au discernement. De deux, si aujourd'hui bon nombre d'hommes négligent les études, il y a ce chapitre sur lui, négligent les études, ne prennent pas suffisamment en considération l'importance de la lecture, de l'élévation par la connaissance, ce n'est pas sous l'influence du féminisme. Pardon, le féminisme dit extrême profite de la situation. Demain, si on compte autant d'hommes diplômés que de femmes, je peux vous assurer que l'extrémisme féministe n'exercera plus autant de pouvoir. Même si il va falloir batailler sur une notion phare qu'ils sont parvenus à faire passer aujourd'hui,
il ou elle, hein, dans le féminisme extrémiste avec ses alliés, comme étant aujourd'hui, comme relevant aujourd'hui de l'évidence. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut distinguer le sexe et le genre. Et que finalement, qu'il n'existe pas de comportement qui découlerait de façon biologique du sexe. Et ça, pour moi, c'est la destruction même de l'idée de vérité. L'idée de vérité étant fondée sur une dualité rationnelle. Le concept de froid n'existe que parce que le concept de chaud existe. Le concept de vrai n'existe que parce que le concept de faux existe. Bref, tout ce qui permet de décrire le réel et donc de construire la vérité s'inscrit dans une dualité. Or, si on remet en cause la légitimité même de cette dualité dans laquelle aussi s'inscrivent le concept homme et femme, mais finalement la vérité n'existe plus. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, où ce qui prime, ce n'est plus la vérité, mais l'opinion dominante, l'opinion majoritaire. Voilà, avec ce que ça peut engendrer d'effets pervers sur le terrain de la construction, sur le long terme, de l'individu et surtout du collectif. Parce que si à la limite, la déconstruction pouvait garantir un accès à un épanouissement individuel, pourquoi pas? Simplement, ce que l'on observe, c'est que cette déconstruction, elle s'inscrit plus largement aussi dans un mouvement athée. Donc c'est la déspiritualisation, le désenchantement. Et jusqu'à preuve du contraire, les espaces dominés par cette dynamique sont également dominés par les antidépresseurs. Voilà. Est-ce qu'il faut y voir une corrélation ou un lien de causalité? À chacun d'en juger. Je laisse le soin à chacun de réfléchir là-dessus. C'est une question très profonde que j'aborde en profondeur dans l'ouvrage que je suis en train de rédiger. Oui, c'est un scoop. J'ai repris la rédaction de mon 3e roman, mon 6e livre. Je vous en dirai plus en temps et en heure. Et j'aborde notamment ces questions. Mais fondamentalement, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est l'ère de la post-vérité qui caractérise la place publique. Et on l'a vu lors de cette commission, au moment où le président précise, voilà, ou du nihilisme en effet, précise que non, du fait qu'il soit président, il peut se permettre de changer de sujet. Donc en clair, il piétine la vérité. Tout ce qui importe, c'est d'être uniquement dans l'attaque ad hominem, dans la victimisation, en gros, dans la dimension moralisatrice. D'accord ? Voilà un peu l'idée. Donc la victoire du féminisme, c'est la sacralisation de la déconstruction. Cette déconstruction, elle conduit, à mon sens, au déclin, ou en tout cas à l'affaiblissement de la France notamment, et de l'Occident. Si demain on invite tous les hommes à dire adieu à leur virilité, en les invitant à ne plus se retenir de pleurer quand ils doivent pleurer, à baisser les bras, parce que tout ça étant lié, hein. L'organisme masculin, c'est pas l'organisme féminin. Quand une femme craque, tout de suite, elle peut se relever la seconde d'après. Lorsqu'un homme craque, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes ressorts psychologiques. Mais si on l'invite à craquer parce qu'il faut pleurer, parce que c'est pas grave, parce qu'il faut se vider le cœur et pour repartir de plus belle, c'est pas ce qui va arriver, ça va l'affaiblir. Sauf que le reste du monde, lui, il n'obéit pas à la déconstruction. Regardez ce qui se passe encore. Iran, Israël, c'est pas la déconstruction du tout. La Russie, l'Ukraine, du tout. On est très loin de la déconstruction. La Chine, on est très loin de la déconstruction. Donc, à la limite, la déconstruction pourrait avoir un effet positif si l'ensemble des hommes du monde y adhéraient. Or, c'est pas le cas. Donc, le fait que seuls les hommes occidentaux, et en l'occurrence français, y adhèrent, mais quelque part, eux-mêmes s'affaiblissent. C'est-à-dire qu'ils rendent les armes, ils se dévirilisent, ils étaient des loups au milieu d'autres loups dans cette jungle qu'est le monde, mais finalement, ils vont devenir des moutons au milieu de loups. C'est-à-dire des proies à la merci du premier venu, avide de richesse et de prestige. C'est ça la virilité, hélas. Et il y en a beaucoup qui attendent, qui guettent, et on le voit à l'échelle internationale. Bon, donc fondamentalement, parfois certaines féministes ne mesurent pas les conséquences sur le long terme. Autre conséquence de cette volonté de déconstruction, la chute de la natalité. Un nombre grandissant de femmes, aujourd'hui je crois que c'est 40%, ne veulent plus forcément devenir maman. Le taux de natalité
faut-il rappeler que la démographie, c'est l'arme quand même par excellence en géopolitique, est en chute libre, au profit d'autres populations. Donc voilà, donc la victoire du féminisme, qui est la victoire de la déconstruction, c'est aussi là le déclin, d'une certaine façon, de la France, le déclin civilisationnel de l'Occident. Alors, est-ce que c'est une corrélation, une causalité? Moi, j'y vois une causalité, un lien de causalité. D'autres n'y verront qu'une corrélation. Le débat est ouvert. Maintenant, je terminerai avec la dimension linguistique. Cette commission a aussi permis bien de mesurer combien le langage instaure une hiérarchie dans les interactions. Combien ce qui caractérise aujourd'hui les minorités dites visibles, noires et arabes, c'est principalement le langage. Et là, je mettrai davantage l'accent sur la prestation de Nasdaq, où, moins qu'on puisse dire, il a rivalisé à quelque chose près avec Chalgoumi. Il a été le Chalgoumi du jour. C'est Chalgoumi avec un dégradé, si je puis dire. Ça a été catastrophique. En termes de prestige, en termes de valorisation de la communauté maghrébine, sur le terrain du langage, il n'a fait que conforter cette représentation qu'une partie de la France, à commencer par les électeurs du RN, eh bien, entretient et nourrit à l'endroit des racisés, à l'endroit des Noirs et les Arabes. Donc, pour eux, notre vocation consiste à être de bons chauffeurs Uber, de bons chauffeurs de bus, mais en aucun cas des journalistes, des historiens, des professeurs, des chirurgiens et j'en passe. D'accord ? Je vous invite à aller écouter le propos de Bruno Gassio à une certaine époque au micro de Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei. Sur Internet, vous le trouvez. Il décrit tout ce que je vous dis ça de manière magistrale. Vous savez comment je fonctionne. Je n'avance rien de solide sans avoir à l'appui des références. Moi, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas fulgurant, je ne suis qu'un porteur de connaissances. Je ne fais que relayer un savoir et ensuite j'essaye de le synthétiser et de l'articuler. Donc fondamentalement sur le terrain de la langue, ça a été la douche froide, ça a été d'abord l'humiliation. Alors je voulais juste lâcher Nasdaq, il n'a pas réussi sa défense. Alors il n'a pas réussi sa défense. Alors je serais curieux de savoir en quoi, pour la personne qui évoque cette affirmation, en quoi Nasdaq n'a-t-il pas réussi sa défense? Moi, personnellement, j'estime qu'il a très bien réussi sa défense, compte tenu de ses armes. J'insiste. Sur le terrain purement verbal, là, je l'ai évoqué, non, c'était le fiasco. Il buguait, il patinait. Pour autant, il s'est accroché en renvoyant dans les cordes ses interlocuteurs, au point où le président de la commission a rappelé à l'ordre le député qui interrogeait Nasdaq sur voilà, ce qu'il faisait de ses fonds. Donc, c'est dire quand même que il a réussi plus ou moins à s'en sortir. En tout cas, à mes yeux, en termes d'honneur, il était bien au-dessus d'Adé Laurent. Maintenant, en termes de prestations, on ne peut pas nous montrer en exemple, prestation linguistique, on ne peut pas le montrer en exemple à un jeune Mohamed du collège et qui se demande qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, est-ce qu'il doit faire comme Nasdaq. On ne peut pas, et cela va de soi. D'accord ? Donc sur le terrain linguistique, Nasdaq n'a fait que renforcer le préjugé racialo-linguistique qui structure la société française et selon laquelle, bon, s'ils ne savent pas s'exprimer aussi bien que nous, quelque part, c'est que au niveau du QI, ils sont inférieurs. Et si ce que je vous dis vous choque, sachez que, encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans des textes, dans des livres, l'international raciste qui explique comment, dans les universités de prestige, on a vu renaître, après pourtant qu'elle a été enterrée suite à la découverte de l'ADN qui a expliqué qu'il n'existe pas différentes races, contrairement à ce que l'on avait pensé depuis des siècles, mais qu'il existe une seule race humaine, eh bien on a vu renaître, depuis les années 70-80 notamment, la science des races, la renaissance de la science des races, oui. Maintenant, ça ne s'appelle plus le racialisme ou l'eugénisme. Ils ont trouvé un autre mot, ça s'appelle la sociométrie, et qui part sur la base de statistiques. Maintenant, ils ne disent plus ils sont inférieurs parce qu'ils sont noirs, ou arabes. C'est plutôt regardez le nombre d'entre eux qui échouent aux examens, le nombre d'entre eux en pourcentage qui sont en prison. Ah, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein. Finalement, statistiquement, quand on est noir, quand on est arabe, on a vocation à... Voilà comment ils ont fait renaître cette science, le retour, regardez, le retour de la science de la race.
Et cette commission, notamment, a donné du crédit, l'intervention de Nasdaq en particulier, à cette théorie dont on ne parle pas, j'imagine que vous n'en avez jamais entendu parler, mais qui irrigue les mentalités à l'échelle des élites. Je réinsiste, ce sont des théories qui sont propagées dans les universités de prestige, dont Cambridge, en Angleterre notamment, Harvard aussi aux États-Unis. Donc ce n'est pas rien. Et il suffit de voir comment, même si on ne peut pas l'assimiler à un intellectuel, Donald Trump parle des populations afro, des populations africaines notamment, quand il parlait de shit country, pays de merde, sans vergogne, sans retenue. Bon, donc ça c'est une réalité que nous devons regarder en face. Et Nasdaq, lui, a alimenté ce préjugé-là. Et concernant Alex Hitchens, il a un peu, et celui qui ressort le plus grandi de cette commission, alors plus grandi pour son univers à lui, oui, néanmoins, moi je suis convaincu qu'il va illustrer l'adage selon lequel parfois, quand on gagne, c'est pour... certaines victoires sont des défaites anticipées. C'est que tu gagnes aujourd'hui, mais finalement, tu as préparé ta défaite de demain. Moi, personnellement, aujourd'hui, sachant qu'il est devenu le symbole assumé et outrancier, en tout cas selon les critères de l'élite et surtout de l'académisme des institutions, eh bien, du masculinisme, je ne vois pas comment il va pouvoir échapper au retour de bâton et à l'assaut que ne manquera pas de lui lancer le système. S'il y parvient, tant mieux pour lui. Maintenant, moi, je vais pas m'émouvoir si j'apprenais demain qu'ils vont réduire à néant son discours. Je suis en opposition totale avec ses prises de position. Il met en accusation de manière vertigineuse. Je vous prends un exemple, hein, quand il explique à quel point si une femme a plus de 2 ou 3 de body count, entre guillemets, c'est une PUTE. Il y a des prises de position. Alors lui, moi, j'espère qu'il n'y croit pas une seconde, et simplement qu'il fait ça dans l'optique de simplement répondre à une demande, à une misère sexuelle et affective qui touche et qui frappe une grande partie de la jeunesse. On les appelle les incels notamment, parce que aujourd'hui, on l'a vu à travers les sites de rencontres, 80% des femmes, je crois, se concentrent sur à peine 10% des hommes. Ça laisse sur le carreau un nombre incalculable d'hommes qui ensuite, certains se tournent exclusivement dans les jeux vidéo, dans le sport, dans l'argent, pour ceux qui veulent se venger plus tard à coups de billets sur les strings des stripteaseuses. Néanmoins, pour une grande majorité d'entre eux, c'est la misère, c'est le désert total. Et rien de tel pour, en guise de catharsis, d'évacuer cette frustration par un discours porté par un jeune homme beau gosse. S'il aurait été laid, il n'aurait pas eu son discours. Donc un jeune homme relativement beau gosse et qui parle en leur nom, qui incrimine, qui diabolise la gente féminine et qui, leur donne les lettres de noblesse. Donc je pense qu'il, lui, s'inscrit plus dans cette logique-là cynique. Maintenant, ce cynisme, jusqu'où va-t-il le porter ? Dieu seul le sait. Je pense que son personnage a pris le dessus, qu'il en est prisonnier et qu'il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Voilà moi mon analyse aujourd'hui. Peut-être que j'aurai tort, que je me trompe. Dans une semaine, peut-être un coup de théâtre va surgir et à ce moment-là, je devrais revoir ma copie et j'en serai heureux. Rien ne me fait plus plaisir, comme je ne cesse de le dire également, de m'apercevoir que je me suis trompé, parce que ça me permet de faire reculer mon ignorance et ça me permet d'avancer vers le chemin de la sagesse. Voilà. Alors, donc sur la thématique de la langue, c'est ce sur quoi je m'arrêterai, la commission a entretenu le préjugé racialiste qui nous cause du tort à l'échelle de la communauté. Là, je vais me focaliser sur la communauté afro. Même si Alex Hitchens s'en est plus ou moins sorti, elle nous cause du tort, pas tant par sa prestation verbale, mais plutôt par cette forme d'impulsivité. D'accord ? Cette forme d'impulsivité qui, encore une fois, ramène à l'idée que l'émotion est nègre. Même ceux qui ont le logos, finalement, quand il y a de la pression, ils cèdent, ils craquent, ils partent. Aurait-on imaginé une Christiane Taubira claquer la porte comme cela ?
Eh bien, bien sûr que non. C'est dans ces moments-là, précisément, que ceux qui possèdent le logos, et surtout le langage, doivent donner le ton. Et hier, je voyais un extrait de Rachida Dati rentrant dans le lard du journaliste M. Cohen qui a essayé de la prendre en porte-à-faux. Elle a retourné ça façon jiu-jitsu. Aujourd'hui, ça fait le tour, peut-être que vous l'avez vu. Elle lui a fait une 4-4-2, il était égaré. Avec sa puissance argumentative, elle a retourné la situation, il ne savait plus où se mettre. Il fallait voir comment il s'est décomposé en essayant de se raccrocher timidement à quelques petits arguments. Pour autant, c'est ça, c'est cette force-là. C'est-à-dire que quand on vous attaque, vous devez apprendre à... Quand on nous attaque, nous devons apprendre à contre-attaquer et non pas simplement à s'offusquer, à crier au manque de respect et à braver l'honneur, mais de loin. Non, nous devons apprendre. Je ne dis pas que c'est une mince affaire. Nous n'avons pas eu la chance de grandir dans un environnement propice qui nous aurait donné les clés. Je n'incrimine personne, je ne blâme personne. Je me contente d'encourager tout un chacun à s'inscrire dans cette volonté-là indispensable sur le plan professionnel autant que sur le plan personnel. Vous êtes avec votre femme, vous êtes seul, homme ou femme, vous êtes au restaurant, vous êtes à la préfecture, vous êtes à la mairie, vous avez face à vous une dame ou un monsieur descendant de Clovis qui vous prend de haut, ou du moins qui essaie de vous prendre de haut. Si vous n'avez pas les mots adéquats pour le remettre à sa place avec calme, en termes d'estime de vous-même, en termes d'amour propre, ça va vous ronger. Et quand ça va vous ronger, vous allez repartir rempli d'une amertume, d'une rage, si vous n'avez pas explosé sur place. Et cette rage, vous allez la emporter ensuite chez vous et vous allez la faire subir à vos proches. À madame, à monsieur, à vos enfants, à vos voisins, que sais-je encore. Tandis que si, à la moindre occasion où votre honneur ou votre dignité est mise en cause par ce que l'on appelle le racisme ordinaire, ce qu'on appelle la charge raciale, eh bien, vous êtes en capacité, en gardant votre sang-froid, de contre-attaquer avec percutance, avec telle une arme nucléaire, bah à ce moment-là, je peux vous assurer que votre vie sera un tapis de rose. Voilà. Oui, je suis du genre à m'écraser et maintenant j'ai la haine. Voilà. Merci pour ce témoignage. En effet, vraiment, c'était pas... Cette transparence et ce témoignage est très éloquent. Et ça nous est tous arrivé. Le but, aujourd'hui, c'est d'essayer de s'en libérer. Voilà, l'émotion est nègre. Merci, Bélion C, de confirmer cette analyse, en tout cas cette vue. C'est que sur le terrain, Alex, en termes d'argumentation, arrivait à être à la hauteur, et puis à la fin, il a basculé, donnant raison à l'adage, oui, l'émotion est nègre. Le logo, c'est également de savoir quitter la pièce dans le calme lorsque nous ne sommes pas respectés. Ce qu'ils tiennent, ça fait. Alors, très intéressant. Maîtriser le logos, je répète ce que ça signifie. C'est maîtriser l'art de raisonner, maîtriser la logique. Est-ce que maîtriser la logique, ça signifie quitter la salle quand on n'est pas respecté? Moi, j'estime que non. Personnellement, j'estime que quand on maîtrise son langage et qu'on nous manque de respect, on peut contre-attaquer avec le verbe. Pourquoi partir? Au nom de quoi partir? Que l'on m'explique. Le frère qui a commenté, qu'il m'explique pourquoi partir. Non, vous avez les mots, autant en faire usage. Vous tranchez les gorges. Moi, j'arrive à un endroit où on me manque de respect, vous inquiétez pas, que je saurai me défendre. À ça, je ne laisserai pas passer. Au contraire. Maintenant, si vous avez mieux à faire parce que c'est sur un chemin et que quelqu'un vous interpelle, là, c'est autre chose. Là, je parle dans un cadre vraiment professionnel ou dans un vase clos. Vous êtes face à une institution, on vous interpelle, on vous rentre dedans comme ça, de façon plus ou moins gratuite, où on essaie de vous humilier. Et vous allez tourner les talons, partir, sans rien dire, qui plus est. Non, à la limite, peut-être pas s'éterniser, nous sommes d'accord. Il ne s'agit pas de pondre une thèse, non. Il n'empêche que vous devez quand même marquer les esprits avec une phrase, avec un mot, avec une citation, quelque chose. Voilà. D'accord? Je ne sais pas, moi, quelqu'un vous interpelle. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez dire, veuillez m'excuser, monsieur, en toute franchise, moi, on m'a toujours enseigné qu'à laver la tête d'un âne, on gaspille sa lessive. Et je ne suis pas d'humeur à gaspiller ma lessive. Au revoir. Bim! Terminé! Ah, merci monsieur, ou merci madame, de me rappeler à quel point Jean-Paul Sartre avait raison de dire que la bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini. Grâce à vous, aujourd'hui, je sais à quoi ressemble l'infini.
paf, percute. Après, vous partez. Vous voyez, une phrase, deux phrases, clac, clac, c'est terminé. Là, vous pouvez partir. Mais pas, oh, il m'a manqué de respect, oh non, je m'en vais. Non, là, c'est plutôt perçu comme de la lâcheté. Et si en prime, vous êtes avec votre fils, avec votre fille, avec votre femme, avec votre mari, de quoi auriez-vous l'air, surtout en tant qu'homme? Vous vous faites secouer, vous ne dites rien. Vous pensez que madame, le soir, elle va vous faire votre meilleur plat? Elle va vous masser le dos avec délicatesse? Pas du tout. Elle va commencer à vous regarder de travers. Et quand vous allez vouloir récupérer la télécommande, elle va chipper, elle va dire « Ah, tu fais le dur ici à la maison, mais hein, tout à l'heure à la mairie, tout à l'heure dans le train, tu as été incapable de défendre ton honneur, tu es incapable de prendre notre défense ou de nous couvrir et d'imposer ton autorité. » Donc fondamentalement, moi je n'encourage pas à partir quand vous vous faites attaquer. Au contraire, maintenant, encore faut-il savoir utiliser les bonnes armes sans s'emporter. Et c'est pour ça, par exemple, moi je donne ma vie à celles et ceux parmi vous qui veulent s'armer. Et ce sera ma conclusion du jour. Je délivre une masterclass le 29 juin où je vais enseigner à maîtriser le pouvoir des mots, tant sur le plan émotionnel que rationnel. De sorte que, dans une situation comme celle présentée à l'occasion de la commission parlementaire, eh bien, vous pourriez à tout moment garder votre calme intérieurement, en termes d'émotion, ainsi qu'extérieurement par le langage. Et ça nécessite de maîtriser le pouvoir des mots. Je ne vous en dis pas plus. Celles et ceux qui souhaitent s'inscrire, vous me le faites savoir par message. Je vous enverrai le lien d'inscription. Et ça se déroulera le 29 juin, donc dans pas très longtemps, dans 10 jours, à 18 h en live, de sorte que l'interaction soit au rendez-vous. Mais attention, les places sont limitées par souci de pédagogie. Moi, j'aime voir tout le monde et être comme ça, à cheval, et m'assurer que tout le monde comprend, et ça nécessite de voir les regards et être réactif. Voilà. D'accord? Donc concrètement, c'était la commission de l'enseignement, cette commission parlementaire, une commission qui était fondamentalement le procès du mal alpha. Ce procès du mal alpha ne date pas d'hier, il date depuis quelques années, notamment le mouvement MeToo. Il a sa légitimité, sa raison d'être. Il ne s'agit pas de le remettre en question. Il s'agit plutôt maintenant de réagir en circonstance, en considérant que le mal alpha tel qu'il existait historiquement, effectivement, n'a peut-être plus lieu d'être, sauf à l'échelle de l'armée, mais plutôt on doit se tourner vers un autre modèle, le modèle du mal alpha, du gentleman. Voilà, celui qui sait faire preuve de douceur, d'empathie, de compréhension, tout en restant viril quand le moment l'exige. Et, par-dessus tout, ne plus perdre son temps à accuser ou à accabler ou à faire le procès du féminisme. C'est une pure perte de temps. Focalisez-vous, je m'adresse aux messieurs, vous l'aurez bien compris, sur votre développement. Le développement de votre intelligence par la maîtrise des mots, le développement de votre intelligence donc rationnelle et le développement de votre intelligence émotionnelle. C'est fondamental, ça nous fait excessivement défaut. Combien d'entre vous maîtrisent leurs émotions, sont capables de mettre des mots sur les bonnes émotions, sont capables d'exprimer leurs émotions, sont capables d'identifier les émotions de leurs interlocuteurs et ainsi de réagir en conséquence. Sont capables de maîtriser également la communication non violente. Très peu, on ne va pas se mentir. Pas par bêtise, mais par manque de conditionnement, par manque de transmission. Eh bien, Dieu merci, il n'y a pas de fatalité sur ces questions-là. Nous pouvons inverser la tendance, nous pouvons tordre le bras de cette fausse fatalité. Moi, je suis là pour cela, pour celles et ceux qui veulent un accompagnement de 3 mois, ou en tout cas, le 29, je vous attends avec joie. Et en attendant, je vais très certainement renouveler les lives, la semaine prochaine notamment, du moins, si vous me le demandez, si vous me le faites savoir. Sinon, je vais rester dans mon coin, au milieu de mes livres et de mes recherches et de mes écrits. Voilà. J'espère que ce live vous a réjoui, vous a permis de réfléchir sur ces quelques points. Je vous redonne les références pour celles et ceux qui veulent pousser un peu plus. L'International raciste de la psychologie des races, de Michael Billing, La post-vérité, d'accord, de Claudine Tiercelin, Le génie lesbien, le mythe de la virilité. On peut ajouter également l'ouvrage Le pouvoir, très très intéressant, sur justement cette notion de ce lien entre la légitimité et l'autorité. Le pouvoir, c'est pas simplement avoir le pouvoir, mais c'est comment l'obtenir et qu'est-ce qui permet de l'obtenir. C'est pas par les muscles toujours, c'est par la légitimité. Ça, c'est une question très complexe à laquelle il est intéressant de se pencher. Et également, désirer la violence, comment
dans l'imaginaire collectif, s'est construite la figure du mâle alpha viril physique, du moins, et comment s'en libérer pour épouser le mâle alpha gentleman. Voilà les quelques petites références. Il y en aura d'autres lors des prochains lives. Je tâcherai d'enregistrer ce live. Il sera ainsi à votre disposition pour celles et ceux qui le souhaitent. Merci pour tout. Ça a été, j'espère, pas trop long, l'équivalent d'un match de foot. J'ai essayé de ne pas trop radoter, de me montrer réactif à vos questions, à vos interventions pertinentes. Donc, pour le reste, je vais vous souhaiter de bien vous reposer. Prenez soin de vos neurones, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos émotions. Continuez à combattre vos démons intérieurs, votre ego. Continuez à accumuler un maximum de connaissances, un maximum de vocabulaire. Les limites de votre pensée sont les limites de votre vocabulaire. Et les limites de votre vocabulaire sont également les limites de votre bonheur. Ne l'oubliez jamais. Sans parler de l'élégance. Évidemment, le bonheur se conjugue avec la beauté. Cela va de soi. Que chacun se le tienne pour dit. Je vous dis à très bientôt. Noblesse oblige.